Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao primeiro Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas, que se inicia agora e se prolonga até dia 14 de maio, sexta-feira. Eu sou Vanessa Massoni da Rocha, idealizadora e co-organizadora do seminário e professora de literaturas francófonas da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Ao longo desses 4 dias, contaremos com 8 mesas redondas temáticas, compostas por 26 pesquisadores, oriundos de mais de 15 instituições públicas de todas as regiões do país, e ainda 2 professoras que atuam em Paris, na França. Temos a alegria de reunirmos colegas que estão nos mais diversos momentos da pesquisa acadêmica. Nós temos alunos de PIBIC, estudantes de mestrado, estudantes de doutorado, professores já com pós-doutorado, professores titulares. E temos também pessoas que atuam nos mais diversos espaços, instituições federais, colégios de aplicação e universidades, tanto estaduais quanto federais. Desde já, meu muito obrigada a todos esses colegas que estão fazendo conosco nosso seminário. Acreditamos na força desse diálogo entre caribianistas que desenvolvem pesquisas acerca de um Caribe multiétnico e multicultural, escrito na poética do diverso, ou da diversidade, e da relação, para retomar 2 conceitos do martinicano Édouard Glissant, não por acaso o escritor mais citado pelos participantes desse evento em seus resumos. Fazendo jus à diversidade caribenha, serão apresentados 28 escritores ao longo desses 4 dias. Esses escritores são de Cuba, da Jamaica, do Haiti, da República Dominicana, da Martinica, de Guadalupe, de Porto Rico, da Dominica. Alguns ainda estão na diáspora. Acompanhem e prestigiem todo o evento. Nos momentos de abertura e de encerramento, nós teremos a honra de conversar com 2 escritores caribenhos. Na abertura, daqui a alguns minutos, contaremos com o escritor martinicano Patrick Chamoiseau. E no encerramento, no dia 14 de maio, com a escritora haitiana Yannick Lahens. Os 2 têm livros traduzidos, para a língua portuguesa, o que é uma realidade para bem poucos escritores caribenhos. A Yannick Lahens tem o livro Falhas, que saiu em português em 2012 pela Fundação Alexandre de Gusmão. Por sua vez, Patrick Chamoiseau tem o livro Texaco, traduzido em 1994, publicado pela Companhia das Letras. E a boa notícia é que esse ano teremos o 2º livro de Patrick Chamoiseau em português. O livro Escrever em País Dominado, que vai ser publicado na editora Bazar do Tempo. O primeiro Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas dialoga com 3 tempos. Com relação ao passado, o seminário é uma celebração a décadas de pesquisas realizadas por diversas gerações que orientaram, publicaram, traduziram e mantiveram vigoroso os estudos caribenhos. Para que você tenha uma ideia, as pesquisas do Caribe francófono, ou seja, Haiti, Martinica e Guadalupe, remontam no Brasil à década de 1970. A estas gerações, nosso muito obrigada pelo pioneirismo. No que diz respeito ao presente, o nosso seminário deseja reunir pesquisadores do país que estão dispersos e não se conhecem, para fomentar parcerias, encorajar publicações e fortalecer o Caribe em toda a sua diversidade. Para o futuro, buscamos construir um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq. Quem sabe esse seminário não se torne em breve o encontro anual de pesquisadores desse grupo de pesquisa. Nesse sentido, eu convido a todos e a todas que desejam dialogar conosco a escrever para o e-mail que nós criamos, literaturascaribenhas,
@gmail.com, que será um canal de divulgação de eventos, de chamadas de publicação e de livros recém-publicados. Antes de passar a palavra para minha parceira querida, professora Margarete Santos, da Universidade do Estado da Bahia, eu gostaria de fazer um breve retrospecto desse seminário. A ideia do seminário surge em 2019, um ano em que eu encontrei Margarete num congresso de professores franceses em Brasília. E eu a convidei no hall do seminário, eu a convidei e ela topou na hora, sem pestanejar. E daí eu pensei que com esse entusiasmo da Margarete, eu tinha ganhado na loteria e que esse evento ia ser um presente. E não tem sido diferente. O seminário ocorreria presencialmente no Instituto de Letras da UF em maio de 2020. A pandemia não permitiu. Adiamos o projeto, que foi retomado no final de 2020, dessa vez com mais vários colegas que assumiram a coordenação técnica. Dentre eles, agradeço Luciano Gonçalves e Samuel Melo. E passo a palavra agora a Margarete, a quem agradeço por ter embarcado nesse sonho e sonhado junto comigo. Obrigada, Margarete, a palavra é sua. Eu que agradeço, Vanessa. Agradeço o convite, agradeço a parceria, agradeço o trabalho e o resultado desse trabalho que nós estamos vivenciando a partir de hoje, durante esses 4 dias. Muito boa tarde a todos e a todas que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento. Eu acredito que não precisa nem dizer a nossa felicidade, a nossa alegria de, enfim, ver esse sonho, esse desejo se concretizando. Como a Vanessa acabou de mencionar, antes de mais nada, né, eu sou Margarete Santos, professora da Universidade do Estado da Bahia, professora do curso de Letras, Língua Francesa e Literaturas, e pesquisadora na área de literaturas francófonas já há alguns anos. Então, como a Vanessa mencionou, quando a ideia surgiu, o convite, a proposta para organizarmos esse evento ocorreu lá nos idos de 2019, a nossa intenção era realizar este evento em seu formato presencial, ainda em 2020, e ano passado nos deparamos com a pandemia que mudou, né, em todos os sentidos, as nossas perspectivas, os nossos projetos. E durante alguns meses nós nos víamos na expectativa, aguardando a melhora do cenário para a realização do evento, e no final do ano passado nós nos demos conta de que não iria haver essa mudança tão cedo, infelizmente, né? E haja visto o que nós estamos acompanhando hoje no nosso país, e nós nos abrimos a possibilidade da realização deste evento no formato virtual. Nos abrimos porque é uma mudança muito brusca, né, do presencial para o virtual, algo desconhecido, inédito, nunca antes feito por nós. Então, se hoje nós estamos aqui reunidos com esse público maravilhoso que nos acompanha, com essa programação maravilhosa que nós estamos conseguindo apresentar, é graças ao trabalho de organização meu e de Vanessa, mas, sobretudo, a toda uma equipe que tem nos acompanhado, tem trabalhado conosco nos bastidores para concretizar, porque uma ideia sem uma equipe executora, dificilmente ela consegue se realizar, né, se concretizar. Então, nosso agradecimento em especial para a realização desse evento a toda a equipe envolvida, e aí, como a Vanessa já mencionou, nós temos tido desde o início o apoio para toda a parte da coordenação técnica dos professores Luciano Gonçalves e do professor Samuel Melo. O nosso agradecimento, então, às universidades envolvidas, né? A Universidade Federal Fluminense, a UF, através da professora Vanessa, a Universidade do Estado da Bahia, a minha universidade, a Universidade Estadual de Goiás, a Universidade Federal do Tocantins, o Instituto Federal do Tocantins também, assim como não podemos deixar de expressar o nosso grande agradecimento às instituições que nos acolheram e nos apoiaram através das associações Associação de Professores do Estado da Bahia, através da professora Sônia Nascimento, a presidente, a Associação
do Estado do Rio de Janeiro, através da professora Helena Gonçalves, a presidente, e a Federação Brasileira dos Professores de Francês, através da pessoa da presidenta Denise Damasco, que nos acolheu e foi solícita em todo o tempo conosco. Bem como queremos também agradecer o trabalho e o apoio da Embaixada Francesa, através da Bibliomaison, que também apoiou a realização deste evento. Um outro trabalho belíssimo, né, que nós estamos conseguindo realizar e ofertar a quem nos acompanha hoje é a questão de fazer toda a nossa apresentação com intérpretes em Libra. Então, nós gostaríamos de expressar também o nosso agradecimento para toda essa equipe técnica. E aí eu peço desculpa porque nós vamos nos alongar um pouquinho, mas nós precisamos mencionar o nome das pessoas que estarão trabalhando durante esses 4 dias de evento nos bastidores, permitindo com que esse evento ele se torne acessível, chegue a um número maior de pessoas. E aí na equipe de tradução e intérprete em línguas de sinais, nós temos a Aline Alves, a Ana Cristina Teles, a Daís Guimarães, a Girlene Santos, Lelma Barbosa, Lídia Moraes, Norma Santos, Marcos Verde, Raquel Souza e o Tiago Ramos. Assim como... Sim, né? Isso aqui eu aprendi, obrigado. Assim como as nossas parceiras na tradução, que farão a tradução das mesas que estarão em língua francesa, tanto na abertura quanto no encerramento, são as nossas tradutoras, a Marli Pérez e a Cristine Zunzun, e o nosso grande merci a toda a equipe técnica que está desde o início, já há alguns meses, nos dando todo o suporte, apoio, com página na internet, com as inscrições, que são os nossos colegas Éder Edine, Fernanda Fernandes, Gabriel Vasconcelos, Loiane Ramos, Luciano Gonçalves, Mirelle Freitas, Maicon Maciel, Patrick Araújo e o Samuel Melo. O nosso muitíssimo obrigada. Finda essa parte mais de agradecimentos, e não poderia deixar de fazer, Vanessa já fez, mas o nosso agradecimento a cada um de vocês que aceitou o convite em participar e estar aqui conosco nesses 4 dias, que se inscreveu e que está dando esse apoio virtual ao nosso evento. Então, findo esta parte de agradecimento, eu agora dando início, né, ao segundo momento, ao tão esperado momento, né, porque todos estão na expectativa para ouvir o Patrick Chamoiseau. Antes de mais nada, eu agora passo a palavra, né? Vou passar a palavra para a professora Eurídice Figueiredo, que será a mediadora responsável pela entrevista, o bate-papo com o nosso convidado. A Eurídice, ela é professora doutora da Universidade Federal Fluminense. Ela criou e atuou, coordenou durante muitos anos no GT da ANPOL de Relações Literárias Interamericanas, uma das pioneiras aqui no Brasil nos estudos caribenhos, né, sobre as Antilhas. Ela, inclusive, escreveu obras importantes nesse sentido, como o livro Construções da Identidade na Pós-Colonialidade na Literatura Antilhana e Representações da Etnicidade e Perspectivas Interamericanas de Literatura e Cultura. Recentemente, o seu livro mais novo, que foi publicado ano passado, que é Por uma Crítica Feminista, Leituras Transversais de Escritoras Brasileiras. Então, nós estaremos mais do que, como palavras de Vanessa, né, mais do que bem representadas através da pessoa de Eurídice na mediação desta mesa. Muito obrigada também, Eurídice, por ter aceito o nosso trabalho e um bom evento para todos nós. Muito obrigada, Margarete, muito obrigada, Vanessa, pelo convite, um prazer estar aqui, um prazer falar hoje com o Patrick Chamoiseau. Realmente é um autor que eu estudo há muitos anos, então realmente essa conversa hoje vai ser muito prazerosa e muito importante. Patrick Chamoiseau, então, é escritor da Martinica, escreveu assim, mais de 30 livros,
Bonjour, Monsieur Patrick Chamoiseau. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici au Brésil. Vous êtes au Brésil aujourd'hui. Je ne vais pas faire une présentation très longue parce que on veut vous écouter. Alors, c'est un écrivain de la Martinique. Il a écrit une trentaine de livres, dont le premier est une pièce de théâtre, Maman de l'eau contre la fée Carabosse, en 82. Et son premier roman est Chronique de cette misère, de 86. Donc, depuis 86, il a écrit beaucoup de romans. On va en parler un peu pendant cet entretien. Et au Brésil, jusqu'à maintenant, on n'a que la traduction du roman Texaco, roman qui a été publié en 92 et qui a gagné le Goncourt. Et cette édition est épuisée et Vanessa Hadji a annoncé tout à l'heure que bientôt on aura la traduction de votre livre Écrire un pays dominé. Et je vous demande juste en passant, il n'y a pas de négociation pour la réédition de Texaco. C'est un roman absolument formidable et on ne le trouve plus, même c'est impossible. Enfin, il est complètement épuisé. Oui, en tout cas, merci pour l'invitation. Très heureux de pouvoir m'adresser aux Brésiliens. Je suis venu au Brésil il y a quelques années. Je ne sais pas si j'y reviendrai de sitôt. Il me semble qu'il y a quelques invitations qui se préparent. Pour la réédition de Texaco, ça dépend des éditeurs sur place. Ce sont les éditeurs brésiliens ou la demande brésilienne qui doit essayer de récupérer la traduction qui a été effectuée et de la republier. Là, je n'ai pas de pouvoir particulier sur ça. Ok. Bon, je vais commencer à propos de votre premier roman, justement, Chronique des sept misères, roman de 86. Depuis ce roman, vous mettez en scène, vous mettez en scène jouant le rôle de l'ethnographe qui, magnétophone en main, va à l'écoute des gens des milieux populaires. Et dans cette performance, vous portez des variations de noms à partir de votre propre nom. J'aimerais que vous parliez un peu de cette performance, parce que c'est une performance. Évidemment, vous n'êtes pas ethnographe, vous êtes un romancier, mais vous vous servez de cette performance pour nous introduire dans ces milieux populaires. Oui, il y a plusieurs nécessités à cela. La première nécessité, c'est que la littérature que nous produisons, nous la produisons pour parler de nous-mêmes, c'est-à-dire de cette nouvelle réalité anthropologique qui est apparue dans les Antilles et dans les Amériques. C'est une réalité anthropologique qui est une réalité qui relève de la créolisation, donc de la rencontre de plusieurs civilisations, cultures, phénotypes, imaginaires, et qui a produit quelque chose de relativement inédit. Et c'est vrai que l'histoire coloniale et que l'esprit même de la colonisation et le racisme ambiant et la mésestime que nous portons à nous-mêmes. Pourquoi nous portons une mésestime à nous-mêmes? C'est que la culture populaire des Amériques et des Antilles va apparaître dans la matrice de l'habitation esclavagiste. Ce qui fait que là, il y a déjà une problématique qui est un petit peu difficile. Et lorsque l'écrivain, c'est un artiste qui essaye d'explorer une réalité humaine, une situation existentielle dans un monde contemporain. Donc, repérer notre situation existentielle, cela voudrait dire que l'écrivain puisse disposer de toute une bibliothèque de sciences humaines, en anthropologie, en sociologie, en psychanalyse, bon, quelque chose qui n'est pas très développé
En tout cas, pas dans le sens d'une exploration de la complexité que représente ce syllogisme anthropologique des Amériques. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, Glissant l'a dit très tôt, l'artiste ou l'écrivain doit devenir anthropologue, anthropologue de lui-même. C'est-à-dire que pour parler de nous, il faut que nous fassions ce travail scientifique à la limite qu'il faudrait produire pour disposer des éléments qui permettent l'envol de l'imagination et qui permettent à la connaissance sensible de se déployer. Donc nous avons cette difficulté-là, un déficit en connaissance scientifique et une nécessité de déployer une connaissance sensible. Ce qui fait que la situation de l'artiste qui est en même temps sociologue, qui est en même temps anthropologue, qui est psychanalyste, qui est historien, c'est une situation que tous les écrivains de notre pays, de nos pays connaissent, mais qui était intéressante du point de vue, je dirais, du point de vue théâtral. Moi, j'ai été très amusé de me mettre en scène en ethnographe, en ethnologue, en anthropologue dans le marché aux légumes. Donc ça, c'est la première raison, la nécessité de mobiliser autour de notre réalité anthropologique inédite, de mobiliser toutes les sciences humaines. La deuxième raison, c'est que l'esthétique contemporaine en littérature, mais dans beaucoup d'autres domaines, l'esthétique contemporaine n'est pas l'esthétique du 19e siècle. Dans le 19e siècle, on était dans une logique un peu sommairement, mais on était dans une logique de fiction. C'est-à-dire que l'œuvre était présentée dans une cohérence interne, organique, et elle était censée emporter l'esprit du lecteur. Il me semble que dans l'esthétique contemporaine, la chose est devenue plus complexe. C'est-à-dire que l'œuvre d'art doit non seulement effectivement explorer une situation existentielle et explorer une situation du monde, mais l'œuvre d'art doit s'interroger elle-même. Ce qui fait que dans les textes que je vais déployer, il y a à la fois mon écriture, je dirais, exploratoire de la situation antillaise, et en même temps un regard que je porte sur moi, écrivain, en train de produire cette exploration. C'est simplement parce que la création contemporaine n'est plus dans cette logique, je dirais, de l'ivresse narrative, elle est dans la logique d'une mise à distance narrative qui permet le regard critique sur l'acte de création. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que ce que l'on mobilise chez le lecteur, ce n'est pas simplement l'ivresse de la lecture, mais c'est aussi l'amener à se poser des questions sur la modalité de la création littéraire elle-même et de la création artistique elle-même. Donc pour ces deux raisons-là, j'apparais en anthropologue, mais j'apparais aussi dans mes romans en train de me regarder écrire ces romans. Et ça me paraît très important. Oui, tout à fait. C'est vraiment une autre esthétique. Le narrateur aujourd'hui n'est pas le narrateur omniscient du 19e siècle. Vous avez tout à fait raison. Milan Kundera a écrit il y a longtemps déjà que vous comme ce narrateur-là, il parle aux gens comme s'il était un conteur créole, comme s'il s'adressait à une assistance. Il dit que vous suivez le lignage de Rabelais. Et ce lignage qui a été plus ou moins abandonné dans la tradition française. Et lui, Kundera, il parle de ces romans du Sud. Hein, et vous êtes un peu sorte de représentant maximal de ce qu'il appelle ce roman du Sud. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord? Enfin, est-ce que Rabelais vous a vraiment influencé? Vous êtes un lecteur de Rabelais ou non? Ah oui, je suis un très très grand lecteur de Rabelais, pour la raison très simple que Rabelais se trouve dans une situation
qui ressemble à notre situation dans les Antilles et dans les Amériques. Alors, c'est quoi notre situation? C'est que dans les Antilles et dans les Amériques, nous sommes à un moment de fondation. De fondation de quoi? Alors, c'est là que la chose devient intéressante. Un artiste américain, créole américain, je me définis comme un créole américain, un artiste créole américain se trouve dans une double nécessité. Une nécessité très contemporaine, qui est la construction d'un je personnel, la construction d'une individuation. Dans le monde contemporain, l'artiste n'est pas le produit d'une communauté. L'artiste témoigne d'une expérience individuelle dans la matière du monde. Donc, il y a la construction d'un je. Et en même temps, il y a cette interrogation sur ce que ça veut dire que d'être brésilien, que d'être martiniquais, que d'être antillais, que d'être américain. Qu'est-ce que ça veut dire de relever du monde amérindien, du monde africain, d'être frappé par l'Europe? En fait, toute cette complexité anthropologique fait que, pour nous, se pose la question du nous. Ce qui fait que lorsque nous sommes en train d'écrire, il y a à la fois le processus d'individuation, la problématique du je, et la nécessité, je dirais, d'une épopée communautaire, d'une construction collective qui puisse clarifier la nouvelle communauté dans laquelle nous sommes. Et ce qui fait que dans la plupart des livres que je vais écrire, il y a un je qui ouvre au nous et un nous qui s'exprime par le je. Cette problématique-là est intéressante parce que c'est véritablement une problématique américaine. Alors que pendant un moment, les littératures occidentales ou européennes se sont plus organisées autour de l'individuation, autour du je. La question communautaire était moins prégnante. Alors que nous, elle se pose de manière double par l'individu, par l'individuation et par la communauté. Et quand on regarde bien, Rabelais, c'est la même chose. Rabelais se trouve entre un monde médiéval, moyenâgeux qui s'effondre et toute la Renaissance qui commence à bouleverser la perception des choses. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il arrive au moment où on découvre les Amériques, c'est-à-dire que le monde brusquement s'élargit. On commence à recevoir des choses qui vont venir d'ailleurs. Et c'est une situation très, très particulière qui ressemble un peu à notre situation, dans la mesure où, avec la colonisation occidentale, on a eu la rencontre des civilisations, des cultures, et on est sorti des anciens absolus communautaires, on est sorti des absolus linguistiques, des absolus religieux, des absolus phénotypiques ou raciaux, pour entrer dans des modalités de métissage, d'hybridation, une rencontre de différents mondes qui nous mettaient dans une situation intermédiaire. Il y avait un vieux monde qui s'effondrait et un nouveau monde qui apparaît. Et l'autre proximité avec Rabelais, c'est que Rabelais se trouve à un moment où les langues ne sont pas encore, je dirais, soumises à des académies. On n'a pas encore centralisé les langues. Ce qui fait qu'autour de lui, il y a plein de langages de toutes sortes qui résonnent, non seulement les langues savantes, les langues expertes, les langues de procédure, la langue juridique, la langue médicale, mais tout un tas de parlers régionaux. Et lui, il va se trouver dans un magma linguistique. Et quelle est la situation de l'écrivain contemporain? Aucun écrivain contemporain ne peut dire « sur ma table de travail, il n'y a qu'une langue ». Enfin, surtout pas les écrivains américains comme nous, antillais ou américains comme nous. Sur notre table, il y a toutes les langues qui se parlent ou qui se confrontent dans les Antilles et dans l'Amérique. Sur la table d'un écrivain brésilien, il y a toutes les langues du Brésil, puis les langues amérindiennes jusqu'aux survivances africaines, etc. Donc c'est cette complexité-là. Et en plus, nous savons désormais que les autres langues du monde existent. Et parce que nous sommes dans quelle situation? Nous sommes dans cette situation que Glissant a décrite et qui s'appelle d'abord la créolisation. Donc la créolisation, c'est la rencontre massive, accélérée, brutale de toutes les civilisations, toutes les cultures, tous les phénotypes, tous les imaginaires. Donc ça va produire une situation anthropologique nouvelle.
Et cette situation anthropologique nouvelle va faire apparaître un monde globalisé qui sera fait de flux relationnels. Ça veut dire que autant le monde ancien était compartimenté en culture, civilisation, imaginaire, Dieu et religion, avec le plus souvent des absolus culturels, c'est-à-dire quand on naissait dans une communauté, eh c'était sa langue qui était la langue du vrai, du beau, du juste. La culture dont on avait hérité était la vraie culture, la bonne culture, celle qui donnait le là. Aujourd'hui, un enfant qui naît dans le monde contemporain, il entend par ses écrans, par ses ordinateurs, par ses voyages, il entend les autres langues, il découvre les autres langues et il sait qu'aucune langue n'a le monopole de la vérité, du beau, du juste. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque l'écrivain contemporain, il ne peut écrire que dans le désir imaginant de toutes les langues du monde. Il ne peut pas prendre sa langue comme une cathédrale, s'enfermer dans sa langue et produire un petit style. Il est véritablement dans la situation dans laquelle se trouvait Rabelais, c'est-à-dire un chaos linguistique désormais autour de lui, dans lequel il doit construire sa parole particulière. Et sa parole particulière, c'est son langage. L'écrivain contemporain doit produire, dans le désir imaginant de toutes les langues du monde, doit produire son langage. Alors le langage, c'est très particulier, parce que le langage, ce n'est pas le style. Auparavant, lorsqu'on naissait dans une communauté à peu près monolingue, on habitait la langue dans laquelle on écrivait, et dans la langue dans laquelle on écrivait, on faisait une petite touche singulière que l'on appelait le style. Et généralement, on dit que le style permet de faire chanter la grammaire de la langue. Donc, on peut dire que le style est une sublimation de la langue dans laquelle on écrit. Alors que le langage, c'est pas du tout ça. Lorsque Rabelais écrivait dans toutes les langues qu'il pouvait rassembler, il ne respectait aucune convenance. Le vrai, le beau, le laid, le grossier, le populaire, le savant, l'expert, il rassemblait tout. Il n'y avait pas de cathédrale langagière pour Rabelais. Il n'y avait pas de langue érigée en monument. Rabelais fracassait tout cela et dans les ruines de tout cela, il créait un langage particulier. Eh bien, nous sommes exactement dans cette situation-là. Et ce qui m'a frappé très rapidement, c'est que cette situation de Rabelais, je l'ai retrouvée chez le conteur créole qui va apparaître dans les plantations américaines, dans les plantations esclavagistes américaines. Lui aussi, il va se trouver entre la langue du colon, les langues autochtones, les langues qui vont venir d'Afrique et d'ailleurs. Il va se retrouver dans un bain linguistique et lui aussi, dans ce bain linguistique, il devra produire un langage. Et ça demande une liberté créatrice absolument extraordinaire. Alors, ce qui est paradoxal, c'est de comprendre que Rabelais est d'une très, très grande modernité. Oui, vous avez raison. Et là, dans la construction de vos romans, il y a le conteur créole, et il y a l'écrivain, et dans ce livre magnifique surtout, cela est bien explicite. Il y a le conteur créole qui meurt d'une égorgette de la parole, et l'écrivain qui doit prendre la relève. Mais l'écrivain qui prend la relève, il doit écrire en français, même si ce français est un peu créolisé, ou chamoisisé, comme dit Kundera. Donc, j'ai écrit il y a longtemps, en 93, qu'il y avait un ton nostalgique. Et je sais que vous n'êtes pas d'accord parce que vous m'avez écrit que vous n'étiez ni passéiste ni nostalgique. Et je suis d'accord. C'est-à-dire que vous mettez en scène cette mort et cette transformation, cette transition, un peu comme Rabelais, justement. Il y a le passage du latin et la création d'une nouvelle langue, parce que Rabelais, il a beaucoup enrichi le français justement par ce ramassage dont vous avez parlé. Et
Et vous trouvez que l'écrivain, il prend la relève du conteur créole sans nostalgie, c'est-à-dire c'est possible, cette tâche que vous vous imposez un peu Oui. quand vous problématisez toute cette question. Et ça, dans Texaco, dans presque tous vos livres, il y a un peu cette question du passage, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que d'une manière générale, les communautés anciennes, les anciennes cultures produites par Homo sapiens, commençaient par se raconter. C'est-à-dire qu'une communauté d'Homo sapiens qui veut un peu organiser sa présence sur un territoire va se raconter des histoires. Et généralement, cette communauté se racontait des histoires de manière orale. Donc, l'oralité, pour tous les Homo sapiens de la Terre, c'est le début de l'expression, c'est la base à partir de laquelle, quelque temps plus tard, la littérature va apparaître. Donc, nous avons tous un fond oral. Mais ce qui va se produire dans les Amériques, donc chez nous, c'est que toutes ces anciennes communautés vont se retrouver dans la plantation esclavagiste avec leur culture, leurs imaginaires et leurs principes. Et tout ça va être comme dans une machine à laver, mélangé, broyé, concassé pour produire quelque chose de nouveau. Ce qui fait qu'il faut bien comprendre la situation dans laquelle se trouve un artiste américain, créole américain, ou un artiste antillais, ou un artiste brésilien. Il est devant une culture composite. Il est devant une culture qui est pour l'écrivain, où il y a bien sûr la bibliothèque qui vient des colons, toute l'écriture qui vient des colons, et puis les fondements les plus sensibles de ces cultures de nos pays qui proviennent à la fois des Amérindiens, puisque l'oralité primordiale est celle des Amérindiens, hein, qu'on le retrouve dans la culture ordinaire de nos pays. Donc, il y a une oralité primordiale qui est celle des Amérindiens, et puis il y a une oralité qui va surgir dans la plantation esclavagiste, là où le conteur créole va composer un langage pour nous aux Antilles à partir de la langue créole. Donc, ce qui fait que nous sommes là encore devant une situation composite où l'oralité et l'écriture sont presque contemporains. Quand le conteur créole va commencer à parler, il est dans un univers d'oralité avec les autres esclaves. Mais il y a la bibliothèque du maître qui est déjà dans la plantation. Il y a l'écriture du maître, il y a le rapport à l'écrit. Donc, il est dans une oralité qui n'est pas celle des oralités primordiales, c'est pas l'oralité du griot africain, il est véritablement où l'oralité est en présence de l'écriture. Donc, il est véritablement dans une situation déjà composite. Alors, toute la difficulté, et c'est ça qui s'est produit aux Antilles, c'est que lorsque nous allons commencer à écrire, nous allons effectivement nous diriger vers la bibliothèque coloniale. Et c'est la bibliothèque coloniale qui va nous donner les canons d'écriture. Et nous aurons tendance à oublier l'autre partie de nous-mêmes qui provient de l'oralité primordiale amérindienne et de l'oralité qui est née dans les plantations esclavagistes. Donc, il a fallu faire tout ce travail pour dire, si nous ne prenons que la bibliothèque coloniale, nous ne prenons qu'une partie de nous-mêmes. Et il faut aller récupérer tout cela. Alors, en ce qui concerne les Antilles, lorsque j'ai compris qu'il fallait que je revienne vers l'oraliture créole, l'oralité créole, l'oraliture créole, je suis revenu vers un imaginaire, vers une philosophie, vers des modes narratifs, mais je suis revenu aussi vers une langue, puisque toute l'oralité créole est en langue créole. Et ça, c'était assez extraordinaire. Il fallait à la fois récupérer une langue et récupérer un imaginaire, tandis que du côté de l'écrit, j'avais la langue française et toute la bibliothèque coloniale, et du côté de l'oralité, j'avais la langue créole et toute la stratégie narrative créole. Et c'est avec ça qu'il a fallu bricoler, essayer de trouver une expression singulière.
Alors le problème, et c'est peut-être ça qui a été le plus difficile, ce n'était pas d'entrer dans la logique colonialiste qui a tendance à hiérarchiser les langues. Le colon disait, c'est ma langue qui est la langue de la civilisation, c'est ma langue qui est la langue du vrai, du beau, du juste. Et toutes les langues étaient des langues inférieures, etc. Il fallait pas rentrer dans ça. Ce qui fait que pendant longtemps, chez nous, les écrivains ont tenté d'opposer la langue créole à la langue française en disant, nous ne voulons pas la langue française, nous allons parler avec la langue créole qui est la langue qui est née dans la plantation esclavagiste. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que la langue coloniale était déjà rentrée dans les esprits et dans les imaginaires et que la langue coloniale faisait partie d'eux. Et toute la difficulté était de comprendre qu'il ne fallait pas reproduire la hiérarchisation des langues que faisaient les colonialistes, mais qu'il fallait au contraire s'ouvrir à toutes les langues qui nous étaient données et que le problème, c'était pas la langue en soi, c'était l'usage que l'on faisait de la langue. On peut écrire en français sans perdre son âme en français. Et on peut écrire en créole en étant complètement français en créole. Donc on voit bien que c'est plus une question d'usage. Donc il fallait à la fois ramener l'esprit de l'oralité et l'écriture, ramener la langue créole et la langue française et produire son langage. Et dans tout ce que j'ai écrit, c'est toute cette alchimie-là qui a été un travail artistique et esthétique qui a donné tout ce que j'ai pu écrire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Changeant un petit peu là, allant vers le contenu, enfin, laissant un peu ce côté du langage, un des thèmes majeurs de vos romans, de votre œuvre littéraire, est l'esclavage. Et dans Biblique des derniers gestes, vous écrivez que la traite est le crime fondateur de l'Amérique. Moi, je cite toujours cette phrase. Et aussi une autre phrase d'un autre livre, d'un autre roman qui est Un dimanche au cachot, où vous écrivez « Ce qui rend la mémoire de l'esclavage si pleine et obsédante, c'est qu'elle n'existe pas. Comme on n'en sait rien, on en sait tout. Et tout semble avoir été dit, car rien n'a été dit. Aller avec l'écriture dans cette mort de l'esclavage, c'est y aller avec la vie, car toute écriture est d'abord vie. » Donc là, il y a une sorte d'impasse, hein, d'aporie, c'est-à-dire que la littérature, l'écriture, c'est la vie, c'est l'expression de la vie. Et en même temps, parler de l'esclavage, écrire sur l'esclavage, c'est écrire sur la mort. Et j'aimerais que vous parliez un peu de cette expérience, parce que l'esclavage est le thème de plusieurs romans, hein, Dimanche au cachot, Texaco, Biblique des derniers gestes, enfin, Le vieil homme et le molosse. Oui, parce que pour nous, aux Amériques, ce crime contre l'humanité que représente l'esclavage n'est pas simplement un crime comme les autres. Ce n'est pas un crime comme la Shoah, par exemple. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est un crime fondateur. Et c'est ça qui est terrible dans les cultures américaines, dans les civilisations créoles américaines, c'est qu'elles sont nées d'un crime. Elles sont nées de la traite, elles sont nées de l'esclavage, elles sont nées de la plantation esclavagiste. Et la matrice de base où tous les peuples allaient se mélanger, où les Amérindiens allaient être génocidés, les Africains allaient être transformés, que les créoles allaient apparaître, en fait, toute l'histoire de nos pays va se faire dans un contexte colonialo-esclavagiste. Donc, le crime est fondateur. Et ce qui est intéressant aussi dans ce crime fondateur, c'est que d'une certaine manière, le bateau négrier qui va transporter des centaines de captifs africains vers les Amériques, d'une certaine manière, est en train d'ouvrir d'ouvrir la voie à une nouvelle époque. Il y a un nouveau monde. Toute la modernité contemporaine commence avec tous ces bateaux négriers qui vont commencer à non seulement à organiser
la rencontre a globalisé le monde d'une certaine manière. Quand Christophe Colomb débarque aux Amériques, ça y est, c'est la dernière, c'est l'ultime mondialisation. Ce qui est que, on peut dire que le crime esclavagiste est un crime qui, d'une certaine manière, va déterminer les grandes structures du monde contemporain. Le capitalisme triomphant avec le néolibéralisme, la domination de l'intention occidentale et puis la réification du vivant. Toutes les données sont déjà là qui maintenant caractérisent la situation néolibérale du monde contemporain. Donc pour un écrivain, se tourner vers cette partie-là, vers ce crime fondateur, ce n'est pas comme on peut penser repartir dans le passé pour ressasser je ne sais quelle douleur, quelle misère, quelle accusation et quelle colère. Non, c'est simplement pour comprendre qu'il y a là un phénomène que Glissant a appelé un phénomène de créolisation, que ce phénomène de créolisation aura un principe actif. Ce principe actif sera la relation et que, à partir du système de plantation esclavagiste, le monde va être précipité dans la relation. C'est-à-dire le monde va devenir le tout-monde composé de flux relationnels entre les cultures, les civilisations et les individus. Ce qui fait que lorsque je reviens dans le monde, ce crime fondateur, ce n'est pas dans ce souci passéiste, mais c'est au contraire un souci de mieux comprendre le monde contemporain. Et là, on a toutes les clés pour comprendre le monde contemporain. C'est là que va naître le jazz, c'est là que vont naître toutes les musiques contemporaines qui sont le plus appréciées, c'est là que ça va naître. L'esprit jazz, qui est l'esthétique musicale contemporaine, va naître dans les plantations. Le reggae, le zouk, la biguine, le tango même, toutes ces réalités vont naître là. Donc, il y a une très très grande modernité. Et donc, lorsque je reviens vers cette partie de notre histoire, je ne reviens pas vers son côté morbide, je ne reviens pas vers la mort, je reviens au contraire vers la vie. Et pourquoi je dis vers la vie? Parce que lorsqu'on regarde bien dans la plantation esclavagiste, les grands résistants, il y aura deux types de résistants. Il y a le résistant habituel qui va être le nègre marron, le rebelle. Il va sortir son coutelas, il va se battre, il y aura des révoltes. C'est ce rebelle-là que la littérature de nos pays va célébrer. Mais il y a un autre résistant. Lui, il sera dans la plantation. Il sera esclave dans la plantation et c'est dans la plantation qu'il va commencer à refuser la déshumanisation esclavagiste. Et ces grands résistants, ce seront les créateurs, ce seront les musiciens, ceux qui vont jouer du tambour, ce seront ceux qui vont danser. On voit bien l'importance du tambour, de la musique, de la danse et surtout du chant dans nos cultures. Toutes les cultures populaires américaines sont portées par la danse, le tambour, la polyrythmie africaine, le chant et la danse. C'est la base. Et le chanteur, lui, va donner naissance au conteur. Et le conteur, c'est le langage, c'est l'oralité, et après, c'est toute la littérature. Donc, cette manière de voir, aller se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé de plus, quelle est la grande leçon que nous donnent les plantations esclavagistes? C'est que lorsqu'on arrive à un degré de déshumanisation extrême, ceux qui sont les plus précieux, ce sont les créateurs. Et que la meilleure manière de résister à une domination extrême, c'est de se projeter dans l'inconnu, de faire autre chose. Et toute la littérature des Amériques, la grande littérature des Amériques, c'est quelque chose qui nous a amené vers plus d'humanité. Si on prend le cahier d'un retour au pays natal de Césaire, pour rester en Martinique, le cahier d'un retour au pays natal, Césaire va prendre ce qu'on a fait de lui, c'est-à-dire le nègre, le sous-homme, le bien meuble, la chose détestable. Il va prendre l'Afrique, la chose haïe, détestable, barbare, inhumaine, et c'est avec ça, il va plonger dans la noirceur que lui a imposé l'esclavage, la colonisation, et c'est dans cette noirceur qu'il va injecter la lumière poétique. Et une fois qu'il aura injecté la lumière poétique, à la fin du poème, il va remonter vers la lumière. Donc, on voit bien que
là aussi, le mouvement de création, c'est ce qui est le plus important. Donc, un écrivain des Amériques qui ferait l'impasse sur cette réalité fondatrice risque de perdre, de passer à côté de ce que nous sommes profondément. Et même, on voit un des écrivains les plus déterminants pour notre siècle, c'est Faulkner. Toute l'œuvre de Faulkner tourne autour de la question esclavagiste, de la damnation esclavagiste. Il ne va pas en parler directement, il va en parler en tant que colon, le descendant de colon, mais on voit bien que tout le malheur de ces personnages, leurs angoisses, leurs difficultés d'être, leur tragique, provient de la damnation initiale que représente l'esclavage. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que à la base de l'esthétique des Amériques, il y a la foudre de la créativité née dans la plantation esclavagiste. Oui, oui, et c'est pour ça que Glissant a écrit tout un livre sur Faulkner. Et il était aussi absolument fasciné par Faulkner. Et changeant un peu de thème aussi, de nouveau, vous avez écrit une trilogie sur votre enfance et ensuite dernier sur la jeunesse. Et plus récemment, dans Matière de l'absence, vous avez écrit à propos de la mort de votre mère, qui, dans vos livres, s'appelle Money Note. Je ne sais pas si elle s'appelait effectivement Money Note, qui est une figure absolument centrale de la trilogie et évidemment de ce dernier livre qui est de 2016, Matière de l'absence. Et là, bon, ces 4 livres, disons, sont, on pourrait dire qu'ils sont autobiographiques. Mais je vous demande jusqu'à quel point on peut dire que, en faisant une autobiographie ou en écrivant des récits d'enfance, par exemple, jusqu'à quel point il y a une fictionnalisation du soi, c'est-à-dire jusqu'à quel moment est-ce qu'on peut raconter une vérité? Est-ce que c'est possible ça? Parce que il y a le critique français Philippe Lejeune qui parle de pacte. Et je vous demande s'il y a de la fabulation quand on écrit, même à partir d'une expérience vécue, comme vous avez fait, et en parlant de personnes réelles, hein, la mère, les frères et sœurs, le père, etc. Il y a une partie de fabulation ou non? Pensez que c'est possible de raconter la vérité comme voulait Rousseau? Je ne vais raconter que la pure vérité. Oui, il y a plusieurs éléments de réponse. Ce n'est pas une biographie au sens strict. Ce que j'ai fait là, c'est ce que j'aurais plutôt appelé une biographie littéraire, c'est-à-dire que je raconte dans ces 3 ouvrages le processus par lequel je suis devenu écrivain. Ce que j'ai pu identifier comme traumatisme, comme peur, comme angoisse, comme émerveillement, qui progressivement m'a amené vers l'écriture. Pourquoi je ne suis pas devenu enseignant comme j'aurais aimé, psychologue, philosophe, avocat, enfin bon, il y avait plein de possibilités. Même les beaux-arts, je voulais aussi faire les beaux-arts. Et il se produit un phénomène, c'est vers la littérature finalement que je tombe. Donc, il y a là l'exploration d'une trajectoire qui va transformer un petit négrillon des Antilles en écrivain. Mais pourquoi je le fais aussi? C'est parce que je m'intéresse beaucoup au processus de création. Hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, la fiction ne peut pas être close sur elle-même, elle doit s'interroger elle-même et permettre au lecteur d'interroger le processus de création. Donc, essayer de comprendre comment moi-même je me suis construit en tant qu'écrivain, ça c'était pour moi intéressant, c'était dans la même
idée que ça fait partie de l'esthétique contemporaine. Mais le plus important, c'est de comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, un peu la situation dans laquelle était le conteur créole. Pour rester sur le conteur créole, le conteur créole, quand il va commencer à parler, il sera dans une situation très particulière. Il n'est pas dans la situation du griot africain qui apparaît dans une communauté immémoriale avec des traditions ancestrales. Il apparaît dans une non-communauté. Il apparaît dans une plantation esclavagiste où on a des ethnies africaines qui se sont mélangées, qui sont réduites en esclavage et qui doivent réinventer leur humanité. Donc, le conteur créole, il a deux problèmes. Il a un problème de construction de lui-même. Il est esclave, il est considéré comme un non-humain et il doit récupérer sa propre humanité. Donc, il y a ce travail de construction de lui-même. Et il a aussi un travail de construction communautaire, puisque les esclaves qui sont dans les plantations ne font pas encore peuple. Ils n'ont pas encore de parole commune. Ils jouent déjà du tambour, il y a déjà la polyrythmie, il y a des souvenirs religieux, des traces religieuses, il y a des chants, il y a des rituels, mais il n'y a pas encore, je dirais, la parole de la communauté. Donc, il y a une communauté à construire, il y a un nous à construire. Donc, il est dans la problématique dont je parlais au départ, entre la construction d'un je et la construction d'un nous. Et cette complexité-là est intéressante parce qu'elle est très contemporaine. Pourquoi elle est contemporaine? C'est que du fait de la relation, c'est-à-dire l'interrétroaction entre toutes les cultures et les civilisations, les individus ne sont plus déterminés par leur communauté d'origine. C'est-à-dire qu'un petit Brésilien qui va naître quelque part au Brésil, ce n'est pas simplement les dynamiques esthétiques, sociales, culturelles du Brésil qui vont le déterminer. Ce qui va déterminer son expérience au monde, c'est tout ce qu'il va recevoir par ses écrans, par ses contacts, par la musique, par des pensées culturelles, par des films, enfin bon, une réalité qui fait que le jeune qui apparaît dans le monde contemporain, il n'apparaît pas dans l'absolu culturel d'une communauté ou d'une civilisation, il est en face de toutes les cultures, toutes les civilisations, toutes les communautés, il est en face du monde. Il doit construire son expérience dans le monde. Ce qui fait qu'on est dans une situation très très particulière où on se retrouve, comme le conteur créole ou comme les esclaves dans les plantations, à nous construire sur des bases individuelles. Lorsque le conteur parle dans la plantation, il n'a pas des millénaires de tradition orale derrière lui. Ce qui vient de l'Afrique a été fracassé. Le conteur doit improviser. Le danseur doit improviser. Tous ceux qui jouent du tambour improvisent. Tous ceux qui vont créer les rites religieux, ils vont le faire avec des petits bouts de sacré qu'ils vont ramener, dont ils se souviennent, et ils vont improviser. Tout le monde va bricoler. Et qu'est-ce qui est important de comprendre? C'est que tout le monde va devenir créateur de soi. Et c'est ça qui est important de comprendre. Dans le monde contemporain, qui est un monde de fluidité, l'individu doit se construire en dehors d'un prêt-à-porter donné par la communauté. Il doit se construire seul sur une grande scène qui est la grande scène du monde. Donc, nous devenons créateurs de nous-mêmes. Ce qui fait que lorsqu'on écrit une biographie comme celle-là, biographie littéraire, on rejoint d'une certaine manière la réalité. Parce que ce qu'on appelle l'identité, c'est une histoire qu'on se raconte. Ce n'est pas une réalité fixe. Voilà, je suis ci, je suis ça, voici ma langue, voici mon pays. Non, ça marche plus comme ça. On est ballotté par des stimulations, des migrations qui viennent de partout. Ce qui fait qu'on est en permanence tellement assailli de stimulations qu'on doit se trouver un créateur. Celui qui dit « voici mon identité et je ne bouge plus », il se définit une fois pour toutes, il dit « voilà les éléments de base de mon identité », il est mort. Il est mort. Le monde continue sans lui. Ce qui fait que nous sommes tous dans une situation où nous devons nous inventer en permanence. Et c'est ça qui est la définition qu'on pourrait donner du mot identité. Si on garde l'idée d'identité, l'identité, c'est cette dynamique de base
qui nous permet de nous construire en permanence, d'être créateurs de nous-mêmes et d'être créateurs de ce nous-mêmes dans le monde. Ce qui fait effectivement, il y a une part de composition, il y a une part de création dans la biographie littéraire. Oui. Je vais parler d'un autre livre maintenant. Dans le livre Frères migrants, qui a apparu en 2017, c'est une sorte de texte, de manifeste presque, qui en défense, en faveur des migrants qui arrivent en Europe. Et de l'autre côté, je vais faire un parallèle entre ce livre, Frères migrants, qui est un livre plutôt politique et éthique aussi, conceptuel, et un roman, Le Neuf Consciences du mal fini, qui est antérieur, qui est de 2009, et qui commence d'ailleurs par un vocatif « frère vivant ». Hein, il y a le frère vivant et migrant, hein, et le migrant est un frère vivant aussi. Et dans ce roman qui est sur le mal fini et sur le colibri et le foufou, enfin, les personnages sont des oiseaux, mais il y a une question là de territoire. Je dirais que c'est un roman allégorique sur les questions de territoire qui évidemment parle du présent et qui parle aussi du passé, parce qu'au fond ça reprend l'histoire de la colonisation, parce qu'il y a toujours eu un problème de territoire, c'est-à-dire que les colonisateurs ont occupé nos territoires de l'Amérique, disons, et au fond, on continue toujours à se disputer sur le territoire. Il y a un petit bruit, ouais. Il y a quelqu'un qui coupe l'herbe à côté. Je ne vous entends plus. Allô? Je n'entends plus. Je ne sais pas. Ah, je n'ai pas entendu, non. Il y a une coupure de... Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Votre micro est coupé. Voilà. Oui. Non, le rapport entre les frères migrants, le livre Le Frère migrant, et les 9 consciences du mal fini. C'est la question du territoire. Oui, c'est-à-dire que moi, il y a plusieurs données. Il y a la donnée générale qui est que l'individu contemporain doit se construire à l'échelle de la totalité monde. C'est-à-dire, il est confronté à deux niveaux de problématiques. Un niveau de problématique de petit contexte, on pourrait dire, c'est-à-dire un écrivain brésilien, il a une problématique brésilienne autour de lui, donc, dont il doit tenir compte d'une manière ou d'une autre dans son écriture. Mais le monde est fait de telle manière, avec tellement de relations, que n'importe quoi qui se passe dans un coin quelconque du monde peut revenir au Brésil ou aux Antilles de manière extraordinaire. On l'a bien vu avec un virus qui apparaît en Chine et qui, en quelques semaines, va commencer à tuer des gens aux Antilles, au Brésil, aux Amériques. Donc, nous sommes dans le monde et le monde est très présent. Ce qui fait que l'individu, lorsqu'il doit se construire sa personne, puisque ce n'est plus la communauté d'origine qui vous dit quelle est la bonne langue, quelle est la bonne esthétique, quelle est la bonne religion, quel est le bon comportement. C'est véritablement une expérience individuelle que l'on mène dans la matière du monde. Et lorsqu'on regarde le monde actuellement, il y a ce qu'on pourrait dire un système d'oppression globale qui est l'oppression capitaliste néolibérale et qui nous pousse collectivement, ce qu'on peut appeler un devenir majoritaire, qui nous pousse dans une situation de consommateur. Nous devenons des données économiques
c'est l'économie qui devient le primat de la politique et nous entrons dans un imaginaire de consommateur. Donc on peut dire que le petit Brésilien ou le petit Martiniquais qui apparaît au monde, il a un devenir consommateur qui lui est assigné. Il doit trouver un salaire, passer sa vie à recevoir un salaire, à travailler son pouvoir d'achat et pouvoir consommer. Voilà avec quoi on va résumer sa vie. Donc, il y a ce devenir majoritaire. Et ça, c'est contraire à l'accomplissement d'un individu. Et on peut dire aujourd'hui qu'un individu qui veut s'accomplir en tant que personne, c'est un individu qui doit non pas s'inscrire dans les devenirs majoritaires du néolibéralisme ou du capitalisme, mais s'inscrire dans les devenirs minoritaires, c'est-à-dire tout ce qui est délaissé, tout ce qui est offusqué, tout ce qui est dominé, tout ce qui est massacré par la force dominante. Et qu'est-ce qu'on trouve dans le massacre par la force dominante? On trouve bien sûr la condition nègre, quel que soit le pays dans lequel on ira, il y a une condition nègre. Donc ça, c'est un devenir minoritaire que tout être humain doit assumer. Il y a la condition femme. Dans toutes les cultures et toutes les civilisations, on a ce problème-là, et encore aggravé par le néolibéralisme. Donc il y a un devenir femme. Il y a un devenir nature. Pourquoi? Parce que la nature telle que nous la connaissions s'est effondrée. Donc la pensée écologique nous désigne ce devenir minoritaire qui est le devenir nature. C'est-à-dire que nous devons, dans la construction que nous avons à faire de nous-mêmes, nous devons revoir complètement le rapport que nous entretenons avec le vivant et non pas s'inscrire dans un humanisme vertical, mais véritablement viser un humanisme horizontal. C'est ce devenir nature dont je parle dans les 9 consciences du mal fini. Et puis, il y a cette grande misère qui fait que le néolibéralisme pille tellement les pays dans le monde qu'il y a des misères, qu'il y a des guerres. Il n'y a pas une seule souffrance, une seule désorganisation humaine dans le monde qui ne provienne pas de l'exploitation néolibérale capitaliste. Ce qui fait que lorsqu'on voit des migrants qui meurent par centaines dans la Méditerranée auprès de la plus grande, des plus grandes civilisations du monde contemporain, on se dit qu'il y a un devenir migrant. On peut pas être un être humain et s'accomplir aujourd'hui et ne pas éprouver la condition migrante. Vous voyez, tous ces devenirs-là sont des devenirs que j'explore dans mon travail. Il y a juste un petit bruit. Vous entendez? Oui, il y a un bruit là. Je vais dire au public que si vous voulez poser des questions à Monsieur Chamoiseau, vous pouvez utiliser le chat pour poser des questions. OK? Et je vais parler d'un autre livre. Oui. Aimé Césaire. Il y a un bruit qui vient. Oui, je vais essayer de réduire le bruit. Attendez. Se alguém quiser fazer pergunta, usa o chat para fazer a pergunta, tá? Oui, alors... C'est oui. Le genre, hein? Aimé Césaire a réécrit La Tempête de Shakespeare. Et vous avez réécrit Robinson Crusoe de Daniel Defoe, le livre L'empreinte à Crusoe, un livre de 2012. Et vous savez bien que d'autres écrivains ont réécrit aussi ce livre de Daniel Defoe. Michel Tournier, Vendredi ou les lampes du Pacifique, et le romancier sud-africain
J.M. Coetzee a écrit aussi un roman qui s'appelle Faux, qui est inspiré aussi de Robinson Crusoe. La question est, quel a été votre intérêt de reprendre ce roman du XVIIIe siècle de Daniel Defoe? Oui, parce que quand j'avais lu ce roman, je ne sais plus à quel âge, j'avais été vraiment enthousiasmé. C'est vrai, c'était pendant mon enfance. Et quand on est enfant, on rêve de pouvoir organiser le monde comme on veut. On a tellement de contraintes familiales, on est le petit dernier, donc on reçoit toutes les lois de la famille. J'étais le dernier d'une famille de 5 enfants, donc c'est véritablement celui qui subissait toutes les lois familiales. Et j'avais été fasciné par le personnage de Crusoe qui se retrouve sur une île déserte et qui peut réinventer le monde. Il habite comme il veut, il mange ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Et j'étais véritablement absolument fasciné par ce personnage et ça m'a beaucoup fait rêver, quoi. Ce désir de pouvoir faire ce que je voulais comme je le voulais. Et puis après, à mesure des réflexions, il m'a semblé que la situation de Crusoe était très contemporaine. Parce qu'on a dit, l'individu, la situation contemporaine, c'est quoi? C'est un individu qui est dépris, qui est sorti des corsets communautaires, qui se retrouve dans une situation où il reçoit, dans son expérience de vivre, il reçoit toutes les stimulations qui viennent de la totalité monde. Et en plus, il peut se déplacer, prendre l'avion, voyager, aller à la rencontre de gens, etc. Et quand on voit le monde contemporain, on s'aperçoit qu'on ne peut plus définir le monde contemporain en culture, en bloc de culture, bloc de civilisation ou même en État-nation, et qu'entre ces blocs et ces entités, il y a une myriade, des milliards et des milliards de mobilités individuelles. On le voit avec le virus. Quand le virus est apparu en Chine, ce n'est pas la Chine qui s'est déplacée en entier pour transporter le virus. C'est des individus qui partaient dans tous les sens et qui, en quelques semaines, ont répandu le virus dans la totalité du monde. Donc, il y a un autre monde qui n'est pas le monde de la mondialisation économique, mais qui est un monde qui résulte de l'interrétroaction entre les individus devenus très mobiles et devant se construire dans la matière du monde. Et ça ressemble à la situation de Robinson. Robinson est sur une île et il doit tout recommencer. Et bien là, aujourd'hui, dans le monde contemporain, un petit Brésilien ou un petit Martiniquais qui apparaît, il doit tout recommencer. C'est-à-dire que ce n'est pas les cultures brésiliennes ou la culture martiniquaise qui vont lui donner le prêt-à-porter. Il devra vivre sa vie, se déplacer dans les accélérations techniques, dans les défis numériques, le défi écologique, l'oppression capitaliste, enfin, mener sa vie et avec ce qu'il peut, se construire en tant que personne, c'est-à-dire s'accomplir de la manière la plus élevée qui soit. Donc, il doit recomposer complètement son rapport au monde. Et il doit aussi recomposer, et ça c'est un des grands défis contemporains, il doit recomposer son rapport au vivant. Et le rapport au vivant, c'est quoi? Quand on regarde le Robinson de Daniel Defoe, eh ben, le Robinson de Daniel Defoe, il va dominer la nature, il va dominer l'île, il va essayer de recréer la civilisation. C'est vraiment la mentalité occidentale dans le rapport au vivant. Il va essayer de mettre l'île au service de son humanité. Lui, il est au bout de la chaîne et tout le reste est à son service. C'est ça l'esprit occidental que l'on retrouve dans le Robinson de Defoe. Et moi, dans mon Robinson, il est dans l'esprit de la relation. Il découvre qu'il fait partie de l'île, que l'équilibre de l'île est absolument vital pour son propre équilibre. Et il va entrer dans des processus relationnels. Donc, c'était une manière de renverser la vieille description colonialiste occidentale et de la mettre dans un imaginaire qui est l'imaginaire de la relation que Glissant a défini et qui me paraît très adapté aux réalités contemporaines.
Maintenant, je vais ouvrir aux questions. Et Vanessa demande, vous revenez dans votre livre le plus récent au conteur. Solibo n'est pas mort. En d'autres mots, vous concevez votre œuvre à partir d'une écriture en spirale. Donc, c'est Vanessa qui pose cette question. Oui, c'est-à-dire que la notion de spirale est intéressante parce que la spirale, on a le sentiment qu'elle revient sur elle-même, mais à chaque tour, la spirale avance un peu. Donc la spirale n'explore jamais le même domaine, tout en faisant ce travail de retour, ce qui fait que dans le compteur, la nuit et le panier, je reviens vers ce que j'avais déjà exploré dans Solibo Magnifique, mais la problématique de Solibo Magnifique, c'était plus quelle pouvait être l'articulation entre l'oralité et l'écriture. Donc c'était ça, en gros, la problématique. Alors que le compteur, la nuit et le panier, c'est véritablement la situation du conteur en tant que créateur face à une oppression totale. Et moi, ça me paraissait important parce que dans le monde contemporain, nous sommes dans des processus de domination globale. La domination globale qui frappe la totalité du monde, elle est capitaliste, néolibérale. Donc on peut avoir des pays où on a des autocrates, des despotes, etc. Ce sont des archaïsmes qui surgissent pour de multiples raisons. Mais fondamentalement, quel que soit l'artiste dans le monde, un écrivain brésilien ou un écrivain antillais, il est en face d'un système oppresseur. Et ce système oppresseur doit déterminer une boîte à outils créatrice différente. Ce qui fait que je suis retourné vers le conteur parce que lui, il subissait la plus terrible des oppressions, qui était la déshumanisation totale de ce qu'il était. Et je me suis dit, mais comment ces gens ont pu faire le jazz? Comment ils ont pu relancer cette polyrythmie qui est absolument incroyable? Toutes ces musiques des Amériques qui sont magnifiques, d'où ça peut venir? Quels ont été les processus de création? Ce qui fait que je reviens non pas à l'oralité telle que je l'avais fait il y a quelques années, mais au processus de création sous une domination. Et ça, c'est très contemporain et très nécessaire. Tous les créateurs du Brésil ou de Martinique ou du monde devraient lire le compteur La Nuit et le Panier. Sûrement, je vais l'acheter, je vais le lire bientôt. Et il y a une autre question de Renato. À partir de cette nouvelle définition d'identité dynamique, comment l'être entier doit entreprendre sa quête d'identité, autrefois passée par l'exil volontaire et l'idée d'appartenance créole? Oui, c'est-à-dire que là, il n'y a plus d'exil, il n'y a pas d'ailleurs aujourd'hui. On voit bien avec le virus, il n'y a pas d'ailleurs. Un virus qui apparaît en Chine, c'est comme s'il était apparu au Brésil immédiatement. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'ailleurs. Le monde est fait de telle sorte aujourd'hui qu'il y a véritablement ce que Glissant appelait une mondialité. Et c'est dans cette mondialité-là que chaque individu doit se construire. Ce qui fait que on ne pourrait pas concevoir aujourd'hui une littérature de l'exil. Eh bien, si ça a donné des merveilles dans l'Antiquité, moi je ne vois pas sur quoi pourrait se fonder une littérature de l'exil. Il n'y a pas d'exil, d'abord parce que on a des standards, des lieux communs imposés par le marché capitaliste. Donc, dans tous les pays, on rencontre des villes qui se ressemblent, des magasins qui se ressemblent, des centres commerciaux qui se ressemblent. Il y a véritablement une standardisation qui est terrible. Et puis, en même temps, il y a des lieux communs qui sont quand même assez préoccupants. Donc, la question de la créativité, elle est très, 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 très problématique. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. Je pense qu'il y a deux manières de disposer d'un imaginaire de la relation. On peut être mobile, on peut avoir des créateurs qui ont besoin de se déplacer dans différents pays du monde, mais on peut être tout à fait dans le lieu où on en est, c'est-à-dire sans sortir du Brésil ou sans sortir de la Martinique, et traiter des problématiques qui sont des problématiques du monde. La vraie littérature, la littérature la plus pertinente aujourd'hui, elle traite de
situation contemporaine de l'individu précipité dans les flux relationnels du monde. C'est ça l'objet artistique le plus intéressant aujourd'hui. Et ça, on peut le pratiquer n'importe où. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut, et c'est vrai que lorsqu'on est dans des flux relationnels, qu'on reçoit comme ça, on n'a pas d'absolu culturel, qu'il y a la diversité qui se produit dans les villes, qu'il y a des immigrations, qu'il y a des standardisations, il y a la domination de l'intention occidentale, il y a des hybridations où c'est souvent des modes dominants qui surgissent. On a envie, effectivement, on a envie de fixité, on a envie d'identité, on a envie de tradition. Et c'est pourquoi on voit apparaître les intégrismes, les nationalismes et peut-être ce désir d'identité fixe. Alors que ce que nous avons à faire aujourd'hui, c'est véritablement l'identité relationnelle. C'est-à-dire on ne peut se construire aujourd'hui qu'en relation avec la totalité du monde. Et la seule manière de se construire en laissant les portes et les fenêtres ouvertes, c'est d'être créateur de soi-même. Si on se dit mon identité est fixe, il y a ma langue, mon Brésil, ma terre, mon problème brésilien, etc., et qu'on se ferme, on n'est plus créateur de rien. On subit une fixité qui vous tue. Mais si on se dit ce que je suis est un devenir, et je ne peux exister et ne pas mourir que si je reste en devenir. Et ce devenir doit assurer tous les devenirs minoritaires du monde, tous les grands défis qui se posent à la sensibilité ou à l'éthique du monde contemporain. Ce qui fait qu'on devient créateur de soi. Et être créateur de soi, c'est véritablement la meilleure manière d'exister dans le monde. Parfait. Une autre question, maintenant la question de Caroline, qui dit que hier, c'était la commémoration de l'abolition de l'esclavage aux Antilles et que M. Macron était resté en silence, il n'a rien dit. Vous voulez commenter ça ou non? Enfin, oui, c'est-à-dire que la difficulté, c'est que nous devons essayer d'acquérir un imaginaire de la relation. Or, les vieilles nations occidentales et même les États-nations qui structurent le monde ne sont pas encore dans l'imaginaire de la relation. Ils sont dans les absolus culturels, historiques, linguistiques, phénotypiques, etc. Ils ne sont pas dans l'inter-rétroaction de la diversité du monde. Ce qui fait qu'une nation, un État-nation occidental, il était habitué à écrire son histoire nationale avec un grand H et à développer autour de cette histoire sa mémoire, c'est-à-dire ses célébrations, ses statues, ses héros, ses empereurs, enfin toute une faune qui confortait la communauté. Mais d'ailleurs, c'est comme ça que toutes les communautés archaïques se constituaient. Ils avaient des héros qui ont permis à la communauté de survivre, de dominer les autres, de conquérir, en tout cas d'assurer sa force. En plus, c'était dans un rapport antagoniste aux autres. Alors que ce qui s'est produit dans le monde, lorsque la colonisation occidentale va faire exploser d'une certaine manière les frontières et les absolus civilisationnels et culturels, ce qui va se passer, c'est que dans les grandes villes développées, les mémoires, les statuts, les héros, les histoires, les points de vue vont se rencontrer. Ce qui fait qu'on ne peut pas raconter aujourd'hui une histoire nationale en faisant semblant comme si les autres histoires n'existaient pas. On ne peut pas raconter le Brésil en dehors de toutes les Amériques. Ce serait une folie. Et penser qu'il y a une réalité brésilienne qu'on peut élaborer dans un grand récit et que ce récit ne tiendrait pas compte des Amériques ni ne tiendrait compte du monde, ce serait une folie. Et c'est très très difficile pour tous ces dirigeants-là de comprendre que désormais, les individus sont très mobiles, ils se retrouvent dans les écosystèmes urbains et que l'espace symbolique qui existe actuellement dans les grandes métropoles urbaines ne peut pas être une symbolisation monolithique. Ça doit être une symbolisation qui reflète désormais la diversité multitransculturelle de toutes les nations. Alors,
Nous, on n'est pas exactement dans la même problématique puisque nous avons déjà une base multitransculturelle. Mais c'est très difficile pour les nations occidentales qui ont été dominatrices, conquérantes, etc. C'est très difficile de sortir de l'ombre de Napoléon pour entrer dans un rapport plus ouvert, en tout cas plus complexe, aux différents symboles qui seront nécessaires. Donc, on est dans une phase de transition et j'espère que progressivement, avec l'imaginaire de la relation, on va réussir à reconstruire les espaces symboliques partagés. Et c'est pourquoi il est important de comprendre que c'est l'imaginaire de la relation, que c'est l'esthétique de la relation, que comprendre les phénomènes de créolisation sont absolument essentiels. Et c'est pourquoi l'œuvre de Glissant est absolument essentielle. Il faut la traduire, il faut la lire, parce qu'elle nous donne les clés du monde contemporain. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, tout à fait. Vraiment, Glissant est un écrivain absolument fondateur. J'ai beaucoup appris avec Glissant. Il est venu au Brésil plusieurs fois. Je l'ai rencontré plusieurs fois et on a beaucoup appris avec lui. Et Viviane Pereira pose une question. Je vais lire ici. Comment un marqueur de paroles marque les paroles? Est-ce qu'il prend des notes, garde des petits cahiers, enregistre des récits oraux? C'est-à-dire, au fond, elle veut savoir s'il y a un matériel... une méthode. Non, physique. Oui, pour que les chercheurs puissent faire des recherches sur ces papiers. Oui, enfin bon, il y a... Au fond, c'est une interprétation. Il y a une marque, une boîte à outils. Par exemple, au Texaco, je me souviens que j'avais enregistré ma mère. Ma mère, elle m'avait toujours raconté comment elle avait quitté la campagne pour venir habiter dans la ville de Fort-de-France. Et puis, elle m'a raconté comment elle s'est installée. Et j'avais eu la chance de l'enregistrer. Donc, elle me racontait en créole toute sa trajectoire. Ce qui fait que quand j'ai commencé à écrire Texaco, lorsque mon personnage, Marie-Sophie Laborieux, va arriver en ville, mais je vais reprendre le discours de ma mère et je vais, d'une certaine manière, écouter ce qu'elle disait, la manière qu'elle a de le dire, les différents points de vue, etc., des expressions créoles, et ça va me permettre de raconter Marie-Sophie Laborieux avec l'oralité de ma mère. Et ça, c'était une chance. Sinon, le reste du temps, je prends des notes. Lorsque j'entends une expression un peu intéressante, je prends des notes. J'ai beaucoup écouté les conteurs créoles, j'ai enregistré des conteurs créoles. J'ai lu tout ce qu'il y a à lire sur la langue créole, sur l'oraliture créole, les proverbes, les comptines. Donc, il y a une nourriture, un travail d'anthropologie, un travail d'auto-anthropologie. Tout ça, ça constitue un matériau qui permet, le moment venu, d'écrire ce qu'on a à écrire. Et au moment où j'écris, il y a quelque chose qui est très important pour moi et qui me permet plus facilement de mélanger la langue créole et la langue française, l'oralité et l'écriture. Ce qui est important pour moi, c'est la musique. C'est-à-dire, il y a une petite musique dans mes phrases et c'est comme si on accordait un piano. Et je peux mélanger plus facilement les mots, les domaines, les idées avec la musique. C'est ça qui est plus important. La musique de la phrase est plus importante pour moi que le sens même de la phrase. Comme Vanessa m'a demandé de finir à 4h moins 20, je vais poser une dernière question. Je ne vais pas pouvoir lire. Enfin, il y a beaucoup de remerciements, beaucoup d'éloges, beaucoup de manifestations de plaisir de vous écouter. Et je ne peux pas tout lire, mais je vais poser cette dernière question.
quels sont les écrivains brésiliens que vous avez lus, que vous avez aimés? Je sais que c'est Jorge Amado parce que vous avez parlé de Jorge Amado dans un de vos livres, je ne me rappelle plus lequel, mais c'est sûr que vous l'avez lu. Bon, d'autres écrivains que vous ayez lus? Oui, j'ai beaucoup lu d'écrivains latino-américains. Bon, puis bien sûr, Georges Amato fait partie des fondations. Mais il y a un écrivain qui est vraiment formidable, qui m'a beaucoup impressionné et qui a écrit Vive le peuple brésilien. C'est Ubaldo Ribeiro, c'est ça? Joao Ubaldo. Ah ouais, ça c'était vraiment, c'est mon frère. C'est vraiment mon frère en littérature. Et quand j'ai lu ça, c'est absolument extraordinaire. Et ça, c'est pour moi très, 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 très important. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les fraternités littéraires, artistiques, esthétiques ne sont pas données par les marqueurs identitaires anciens. C'est-à-dire que mon frère en littérature n'est pas nécessairement quelqu'un qui a la peau noire ou quelqu'un qui est né aux Antilles, ni même quelqu'un qui est né aux Amériques. Mon frère en littérature, c'est celui qui a les mêmes structures d'imaginaire, c'est-à-dire le même rapport que moi aux grands défis du monde contemporain. Et c'est ça qui va créer les fraternités. Le même rapport à la question du langage, le même rapport à la question du vivant, le même rapport au capitalisme, au néolibéralisme, etc., etc. Il y a tout un tas de critères qui permettent de constituer des fraternités littéraires qui ne sont pas liées à la langue. Je peux écrire en français, j'écris en français, mais je suis solidaire de la littérature française, mais je ne suis pas un écrivain français, je suis un écrivain américain. Et je suis plus proche de n'importe quel écrivain américain anglophone ou hispanophone ou créolophone que d'un écrivain français, même si j'ai des solidarités avec les écrivains français. J'ai la peau noire, mais je suis plus proche de n'importe quel écrivain américain blanc qui a l'imaginaire des Amériques et qui éprouve cet imaginaire de manière un peu complexe que d'un écrivain africain, même si j'ai des solidarités évidentes avec l'Afrique et que je ne peux pas me construire en tant qu'écrivain si je n'ai pas ce devenir Afrique qui s'impose à moi, comme il s'impose d'ailleurs à tous les êtres humains du monde. Donc cette nouvelle complexité-là est très importante. Mais Ubaldo Ribeiro, il est encore vivant ou bien... Ah, voilà. Non, il est mort il y a 4 ou 5 ans, je pense. Je ne l'ai jamais rencontré, mais enfin, c'est quelqu'un qui m'a véritablement... Ah oui, j'aime beaucoup ce roman aussi, c'est formidable. Et il était très lié d'ailleurs à Jorge Amado, il était de la même région et ils étaient très bons amis, Jorge Amado et João Ubaldo. Je vais juste commenter ici parce que il y a quelqu'un qui a mis cette question plusieurs fois. C'est comment vous observez les recherches de plus en plus nombreuses sur la littérature de la Caraïbe? C'est très, très difficile. Je ne lis pas tout. Je ne suis pas un expert dans ces questions-là. Mais nous sommes véritablement dans une situation relationnelle. Et c'est vrai que nous avons à construire dans notre esprit plusieurs choses. Nous avons à construire l'espace américain. C'est-à-dire que quand on est au Brésil, je sais pas, bon, je connais pas bien le Brésil, mais quand on est aux Antilles, on ne vit pas. Déjà, on ne vit pas l'espace caribéen. C'est-à-dire, nous sommes dans une espèce de face à face avec la France. Nous ne sommes pas beaucoup dans l'espace caribéen. Donc, nous avons à construire ce nous caribéen. Mais nous avons aussi à construire le nous américain. C'est-à-dire notre inscription dans cette complexité civilisationnelle que représentent les Amériques. Et puis, nous avons à construire tous les mécanismes de relation à la totalité du monde. En plus, nous devons comprendre que l'individu n'est pas assigné à
à une terre, à une langue, à une patrie, à des problèmes territoriaux. Il a simplement comme exigence de s'accomplir de la manière la plus élevée possible dans la matière du monde. Donc, et c'est pourquoi d'ailleurs aux Antilles, on a beaucoup de jeunes qui s'en vont. Vous allez dans n'importe quel pays du monde, il y a des Antillais partout. Mais on ne peut pas les retenir en leur disant restez, vous êtes nés en Martinique, vous devez mourir en Martinique et travailler en Martinique. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a qui vont venir. Et que toute la difficulté pour nous, c'est de devenir suffisamment attractif pour que la relation se fasse à notre faveur, c'est-à-dire qu'on puisse attirer de beaux esprits, de belles créativités, de grands artistes, de belles personnes, alors qu'effectivement, on aura certains de nos enfants qui vont aller ailleurs. C'est cette manière de construire les choses. Et il faut comprendre la Caraïbe fondamentalement, non pas comme une entité qui devrait se construire dans un absolu, mais véritablement une entité qui doit se construire dans la relation. Et comment concevoir un espace qui est un espace relationnel, c'est-à-dire un espace ouvert, un espace qui communique, un espace qui soit capable de vivre différents niveaux d'existence, l'échelle caribéenne, l'échelle américaine, l'échelle européenne, l'échelle mondiale. C'est cette complexité-là, c'est avec cette complexité-là que nous devons penser nos nouvelles solidarités. Et c'est vrai que nous ne connaissons aujourd'hui, dans notre imaginaire commun, nous n'avons que l'Empire quand nous voulons faire un groupe. C'est soit l'Empire, soit la Fédération. Or, je pense que l'imaginaire de la relation va nous permettre d'avoir des constructions beaucoup plus complexes que ça. Glissant a développé une notion très importante qui est la pensée archipélique. Donc, au-delà de l'Empire, au-delà de la Fédération, on peut concevoir des structurations archipéliques. C'est-à-dire un pays peut se retrouver dans des systèmes de solidarité plus ou moins étroits avec tel ou tel pays, mais sans continuité territoriale ou géographique. Je ne sais pas si c'est clair. Il n'y a pas une fatalité à construire une continuité territoriale. La Martinique peut être un réseau archipélique avec l'Islande ou avec un État du Brésil ou avec cette construction-là, il faut y réfléchir. Et c'est ce que j'aimerais voir dans les sciences politiques, les sciences économiques et les sciences anthropologiques à venir. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que Glissant disait que le Brésil, Glissant, mais aussi Darcy Ribeiro et d'autres sociologues ont considéré le Brésil comme une partie aussi de la Caraïbe. Donc, bien sûr. Bien sûr. Au fond, nous sommes tous caribéens. Bon, je vous remercie infiniment. C'était vraiment un plaisir de vous écouter, d'avoir cet entretien, et tous les échos ici du chat sont de grand bonheur de vous avoir écouté. Et merci. Donc, si Vanessa veut revenir pour dire ses derniers mots. Ton son, micro. Le micro est fermé. Oui, voilà. Donc, merci beaucoup, Monsieur Chamoiseau. Nous sommes comblés, merci. Nous sommes ravis, nous sommes tristes que le temps passe si vite, parce que notre envie est de continuer à vous écouter. C'était vraiment un grand plaisir. Quel régal, quel régal. Euridice, muito obrigada. Que aula, que generosidade. Como eu te admiro, como eu tô muito feliz em fazer o encerramento dessa mesa, porque com a Euridice, com quem eu aprendi tanto sobre Caribe, e com o Chamoiseau, que foi o primeiro escritor com quem eu tive contato numa aula da professora Bernadette Porto, foi justamente o Texá, que eu estava na graduação, era uma optativa. Eu acabei não fazendo Antilhas como obrigatória, porque foi Maghreb e Quebec, e então na minha cabeça passa um filme. Eu sonhei muito com esse evento. Esse evento é um sonho que eu tenho compartilhado com várias pessoas, mas eu estou profundamente emocionada, e para mim não podia ter outra pessoa que não Chamoiseau nessa mesa. E Euridice, que delicadeza, que elegância, que
faltam adjetivos para te agradecer, tá? E eu queria... Prazer. Alors, Euridice, João Baldo Ribeiro, il est présent dans la Centimathèque de Monsieur Chamoiseau, écrire un pays dominé. Voilà. Et Georges Amado, pareil. Georges Amado, il est mentionné quand Monsieur Chamoiseau parle d'Éloïc Léry, son travail, dans la prison, etc. Voilà, les deux sont dans ces bouquins qui va sortir en portugais cette année. Voilà. Donc, merci à vous. À bientôt. À très bientôt, Monsieur Chamoiseau. Les portes restent toujours ouvertes pour vous au Brésil et au cœur des chercheurs de la Caraïbe. Je viendrai. Allez, à bientôt. À bientôt. Bom, eu queria agradecer a presença de todos. Eu acompanhei no chat, parece que em algum momento tivemos 170 pessoas presentes. O chat, muitas mensagens, eu não consegui nem acompanhar. Muito obrigada a presença de todos. Obrigada por prestigiar o seminário. Nós teremos agora, às 16 horas, uma outra mesa. A gente está fazendo hoje um dia francófono, né? É a única mesa que vai ser em francês, a mesa 1, com a temática em torno de poéticas e ficções do Caribe. Nós convidamos a professora Veronique Bonet, que vai falar de poéticas antropofágicas no Caribe e no Brasil, e a professora Iolene Tarrizot, que vai falar de ficções haitianas. São duas especialistas do Caribe que mantêm um diálogo muito bonito com o Brasil, então vamos prestigiar. É outro link, tá? Essa mesa vai se fechar, agora teria que entrar na mesa 1, e a gente está encerrando porque a parte técnica precisa desses minutinhos, né, para se organizar. Alguém perguntou, eu vi no chat, qual é o e-mail para fazer contato para esse grupo de pesquisadores do Caribe que está tentando se conhecer, né, e se organizar. O e-mail é literaturascaribenhas@gmail.com, literaturascaribenhas@gmail.com. Muito obrigada pela presença de todos. A voz do Chamoiseau fica ecoando, né, Euridice? Que ele é doce ainda por cima, além do gênio que ele é, essa voz é doce, que presente. Muito obrigada mais uma vez, Euridice. Agradeço aos intérpretes de Libras que trabalharam nessa mesa, agradeço a professora também, a Marli, que fez a tradução para o português. Agradeço toda a parte técnica que está envolvida e a todos vocês. Eu espero que vocês prestigiem o evento, porque temos 3 mesas amanhã, 3 mesas na quinta-feira e na sexta-feira uma última mesa e um encontro com a escritora haitiana Yannick Laons. Então, nos prestigiem, estamos trabalhando nesse momento tão difícil, é tão bom, né, passar esse sentimento Chamoiseau de um Brasil potente, um Brasil que lê, que estuda, né, porque a nossa imagem, né, está muito machucada, né, no exterior. E no interior então, nem se fala. Então, muito obrigada a todos. Considero encerrada a mesa de abertura do primeiro Seminário Internacional de Literaturas Caribenhas. Obrigada.